Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Bien, bonsoir. Nous passons de Lubitsch à Jacques Tourneur. Ce n'est pas tout à fait le même style, ni les mêmes orientations. C'est un film qui est quand même assez connu dans l'histoire du cinéma, très particulier. C'est un film donc de 1942. De Jacques Tourneur. Jacques Tourneur est a été français à la base, puisqu'il est le fils de Maurice Tourneur, qui a été lui-même un cinéaste français assez important dans les années de 1910 à peu près à 1950, qui a fait quelques films très connus, dont un film par exemple, j'ai oublié le titre, un film de fantastique aussi en 42. Un film que j'adore en plus. Je regarde ça. Vous n'avez pas le titre, non? Hein? Comment? Ah non, non, ça, c'est son fils. Maurice Tourneur. Tant pis, ça va me revenir tout à l'heure. Puis en fait, qui a fait pas mal de films avec Rému, avec Gabin, etc. Enfin, donc un cinéaste français très connu. Et Jacques Tourneur, son fils, qui était en Amérique très tôt et qui a été naturalisé américain et qui finalement, après un certain temps, il avait recommencé avec son père d'ailleurs dans le cinéma, est arrivé à Hollywood à devenir cinéaste, metteur en scène, et donc à faire une carrière assez curieuse d'ailleurs à Hollywood. Et ici c'est son premier film, donc de 42, et il va réaliser des films qui sont toujours assez étranges, en particulier quand même des films dits fantastiques, mais ça on va en parler après, mais qui renouvellent totalement le caractère des films, disons, étranges, fantastiques, des films de monstres qui avaient cours déjà à Hollywood, par exemple comme King Kong ou des films comme cela. Et lui est passé à un autre genre qui est un film, qui sont les films non pas de terreur, mais de peur insidieuse. Et donc de fabriquer des films très étranges, dont on peut dire qu'il est à peu près le seul à avoir su en faire une sorte de spécialité. Même s'il y a beaucoup de choses qui appartiennent au courant même du cinéma hollywoodien, et entre autres, à partir de 42 par exemple, à partir de 40, l'intrusion dans le cinéma hollywoodien de la psychanalyse, de la psychiatrie, et en particulier dans le film noir qui va devenir très important dans cette période des années 40 à 50. Et dans cet univers ou dans cette vogue qui est en train de s'introduire dans le cinéma hollywoodien, évidemment, Jacques Tourneur a une place très personnelle, très spéciale, mais qui correspond à ça. C'est évident que quand vous voyez un film comme ça, vous dites, bon, bien sûr, la psychanalyse est là, on en parle. Mais la psychanalyse, alors là, alors, si vous voyez des vrais films noirs, la psychanalyse est beaucoup plus présente. Alors, il faut réexpliquer des choses. Il faut comprendre que aux États-Unis, la psychanalyse, avant les années 40, bien sûr, les spécialistes, la psychiatrie, la médecine, s'intéressent à la psychanalyse, et il y a, mais ce n'est pas du tout répandu, il y a une espèce de, de refus de la psychanalyse dans l'univers quotidien américain. Déjà pourtant, elle est introduite dans la littérature américaine avec en particulier justement
l'arrivée du roman noir des années 1930 et ça commence peu à peu à, à conquérir l'esprit américain. Puis d'un seul coup arrive justement, c'est la guerre, on arrive à la guerre, et à ce moment-là, il y a d'abord toute l'arrivée aux États-Unis de tous les émigrés de l'Europe centrale, qui sont tous déjà marqués quand même, ou qui ont été intéressés par la psychanalyse et la psychiatrie, et qui arrivent à Hollywood pour travailler, enfin Hollywood pour le cinéma, et aussi dans la littérature, etc., pour les autres, et qui, à ce moment-là, introduit justement la psychanalyse à l'intérieur même du système de représentation cinématographique ou littéraire, et à ce moment-là, peu à peu, il y a une vogue d'un seul coup qui s'introduit aux États-Unis et qui vont faire qu'à partir des années 40, la psychanalyse devient une sorte de, comment dirais-je, de nourriture naturelle des Américains. Il faut se payer un psychanalyste, tout ça, une psychanalyse d'ailleurs assez réduite à l'alimentaire, même quelquefois. Par exemple, il y a quelqu'un qui le travaille admirablement bien, cette invasion de la psychanalyse, mais avec distance, et beaucoup plus tard, c'est Hitchcock dans Marnie, où il montre bien qu'une psychanalyse qui est finalement liée à la société de consommation. On consomme de la psychanalyse. Alors, c'est très intéressant de voir cette arrivée de la psychanalyse, en tous les cas, dans le domaine du cinéma, justement avec l'emprise du film noir, mais aussi tout ce qui touche autour de ça, c'est-à-dire tout ce qui touche aux notions de mystère, aux notions de peur, aux notions peu à peu qui va devenir le gore beaucoup plus tard. Entre autres, encore Hitchcock aussi qui lance le gore avec Psycho, et qui vont se servir justement de cette espèce de courant ou de mode ou de vogue de la psychanalyse pour se répandre et enfin, avoir une sorte de création d'un genre qui aujourd'hui continue d'ailleurs. Beaucoup de films devenus de plus en plus gore avec le sang, etc., qui étaient jusque dans les années 60, 65, on ne montrait pas le sang. De plus en plus, ça va devenir. Mais ici, ce qui est intéressant avec Jacques Tourneur, c'est que justement, lui, ce qu'il a travaillé, c'est la pure suggestion et la peur uniquement mentale. C'est-à-dire, on suggère la peur, mais on ne montre pas les effets, ou en tout cas ce qui peut produire la peur. Bon, la scène la plus célèbre du film, évidemment, c'est la scène de la piscine, où il n'y a absolument rien, si ce n'est que quelques vagues de lumière sur les murs, mais on crée d'un seul coup cette idée de peur, et le film se développe de plus en plus pour qu'à la fin, ce soit évidemment avec la psychanalyse ou le psychiatre que l'arrivée du monstre, qui est d'ailleurs pas vu d'ailleurs, qui est juste suggéré une fois de plus, et le film fonctionne sur quelque chose qui est, alors à ce moment-là, intéressant de la part de chez Jacques Tourneur, c'est quand même une sorte de croyance dans tout son cinéma. En fait, dans ce film-là, c'est déjà très présent. C'est-à-dire, il y a pas des relents, mais des soubassements dans l'évolution de l'humanité liés au passage par l'animalité, qui font qu'il y a toujours une sorte de chose très souterraine, très sous-jacente, qui est là et qui est celui de la bestialité. Mais une bestialité extrêmement
non pas grossière, mais au contraire extrêmement raffinée, qui s'empare de l'esprit. C'est-à-dire, c'est dit dans le film, c'est-à-dire la notion de l'âme et de l'esprit. En réalité, ce qui intéressera Jacques Tourneur, et ce qui fera donc de son cinéma un cinéma très particulier, c'est que c'est l'esprit qui normalement devrait libérer, au contraire qui revient aux terreurs, disons aux terreurs ancestrales ou aux terreurs de l'origine même de l'humanité. Et c'est donc ici, cette idée d'être lié à l'animal devient évidemment le sujet du film, et la peur d'une femme. Alors à ce moment-là, on peut remettre tous les courants d'explication psychanalytique. Pourquoi a-t-elle peur? On donne quelques suggestions, l'enfance, enfin bon, tous les enfin, explications psychanalytiques sur les traumas ou le traumatisme de l'enfance et les peurs de l'enfance, et en même temps donc cette espèce de notion de sentiment de culpabilité qui habite cet animal qui est cette femme, liée évidemment au caractère du félin, donc quelqu'un qui a la possibilité de séduire, mais qui est incapable de se donner. Et donc cette espèce de travail sur une peur, bon, mais une peur qui n'a pas de prise véritablement, qui est juste proposée aux spectateurs, et les spectateurs, on leur offre enfin, un voyage dans l'univers de la peur, lié à la fois c'est dit à la fin d'ailleurs, c'est aux deux courants, l'esprit et, je dirais, le ventral. Et les deux choses étant d'un seul coup reliées par une sorte de courant mystérieux qui devient le sujet du film. C'est un film très étrange de ce point de vue-là. À mon avis, encore un tout petit peu trop explicatif. On sent que c'est un premier film, et en plus, c'est un premier film complètement neuf dans sa facture, dans son scénario, donc dans son écriture, au point du cinéma, qui fait que, bon, il a besoin encore d'être un peu explicatif, ou d'essayer d'être encore explicatif, parce que, je répète, le spectateur, en 1942, n'a jamais vu ça. Pas encore. Et c'est un film qui, de ce point de vue, a marqué une évolution dans la façon de traiter des sujets plus complexes, plus difficiles en définitive pour le spectateur. C'était proposer au spectateur un spectacle avec des sensations, des réactions totalement nouvelles, d'où l'intérêt que Jacques Tourneur a suscité chez beaucoup de cinéphiles et même chez des cinéastes. Il est quelqu'un qui a marqué une évolution dans le mouvement même cinématographique. Alors, maintenant, je ne sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous voyez le film pour la première fois, parce que ce n'est pas un film qu'on voit souvent à la télé. Bien sûr, il est passé quand même à la télé. C'est un film un peu connu, il ne faut pas exagérer, mais ce n'est pas un film très, très, très répandu. Alors, je voudrais dire poser la question, quels sont ceux qui le voient pour la première fois? Je pense pas, c'est ça, déjà pas mal de monde, oui. Et ceux qui l'aviez déjà vu? Oui, c'est ça, vous n'êtes pas très nombreux, oui. Ouais. Bon, moi, je vous laisse un peu la parole parce que, justement, puisque la plupart d'entre vous voyez le film pour la première fois, quelles étaient vos réactions, quoi? Je crois que madame... Oui, moi, c'est la deuxième fois que je le vois. Et bon, la scène de la piscine, effectivement, on a des suggestions au niveau visuel, mais il y a aussi les grognements. Oui, c'est ça. On joue sur le son pour proposer quand même. Alors, le problème est aussi un problème de facture. Il faut quand même que le spectateur
est une sorte de référence qui lui permet d'imaginer que. Mais si on comprend bien cette espèce de disjonction, là encore, on en vient toujours à la dualité. C'est-à-dire une chose qui est mentale et une chose qui est viscérale. Et le mental, c'est l'imaginaire, justement, suggéré par le son, et le viscéral, c'est juste ces espèces d'ondouements de lumière sur le mur qui fait que on ressent une peur. C'est intéressant cette séquence-là parce que elle a été suggérée à Tourneur par le fait qu'il a eu lui-même a vécu un moment dans une piscine. Il a failli se noyer, il était tout seul dans la piscine, il criait au secours, il n'y arrivait pas. Et ce qu'il voulait retraduire, c'est la peur qu'il a ressentie à ce moment-là dans cette situation. Donc comment la retranscrire en termes de spectacle. Et donc c'est dans cette scission entre le mental et le viscéral, qui est justement travaillé entre le son qui suggère la panthère, puisque évidemment, enfin le léopard, puisque et c'est quand même la première chose que l'on voit du film, c'est quand même le léopard, et en même temps la peur que l'on ressent lorsque on croit qu'on va se noyer, qu'il n'y a personne, etc. Enfin, le côté viscéral même de l'accident. Alors, tout le film est fait sur ce jeu de la dualité. Et il est évident, par exemple, là, le film est quand même très curieux et intéressant, c'est qu'à la fin, et c'est là où, quand même, de la part de Tourneur, parce que c'est quand même dans tous ces films en général, je dirais la guérison n'est pas possible. À la fin, c'est quand même le psychiatre qui est tué. Comment est-il tué, alors là mais tué par la patiente, quoi. C'est ça qui est étonnant, alors qu'en général, dans tout le système du cinéma américain, le psychanalyste ou le psychiatre est là pour guérir, en tout cas pour rassurer, alors que chez Tourneur, on ne sait pas où on va. Et à la fin du film, ce retour à la panthère, enfin oui, au léopard, la mort du léopard, la mort de la fille, on ne sait plus très bien où on est, quoi. Oui. D'ailleurs, dans la piscine, parfois, enfin moi en tout cas, c'est ce que j'ai vu, on arrive à avoir une tête de panthère noire. On peut l'imaginer. C'est-à-dire que c'est fait de telle façon qu'on peut créer mentalement l'image du léopard alors qu'il n'y est pas. Donc, de ce point de vue-là, c'est une sorte de travail sur la capacité de suggestion de l'image cinématographique qui peut fabriquer des images chez le spectateur qui ne sont pas dans le film. Et alors, je voulais vous poser une question, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Pour la deuxième fois, quelque chose qui m'échappe au début du film, du scénario, c'est que j'arrive pas à comprendre comment cet homme, même s'il tombe amoureux, peut aussi rapidement décider d'épouser cette femme. Évidemment, il est tombé amoureux, mais on a l'impression que tout se fait très vite, qu'il ne cherche pas à la connaître plus que ça, que, bon, voilà, il s'engage dans cette histoire sans... Bon, c'est étonnant, voilà. Moi, pour la deuxième fois, ça m'étonne. Attention, c'est travailler quand même. Bon, Tourneur, c'est pas parce qu'il est d'origine française, ça n'a rien à voir. Il n'empêche qu'il connaît Simone Simon. Simone Simon, c'était, bon, vous l'avez tous vu, je pense, dans La Bête humaine de Renoir, où elle était avec Gabin, où elle est merveilleuse d'ailleurs. Bon, la question n'est pas là. Ce qui est évident chez Simone Simon, ce qui est frappé dans cette comédienne, c'était son côté justement félin.
Elle a toujours été travaillée, qu'elle travaille avec Renoir, qu'elle travaille avec Tourneur, qu'elle travaille avec Ophuls, avec laquelle elle a fait beaucoup de films. Elle a fait quand même quelques grands cinéastes. Tous ont travaillé sur son côté félin. Regardez bien, par exemple, comment Renoir, donc 3 ans avant, attendez, là on est 42, donc en 38, donc 4 ans avant, dans La Bête humaine, comment il la travaille. Il a travaillé justement sur ce côté félin lié à une idée de petite fille, et de petite fille femme. Une petite fille justement qui a encore, je pense ici à La Bête humaine, qui a encore des désirs de petite fille, mais avec les ruses d'une femme qui est séductrice. Donc cette espèce d'ambiguïté et d'ambivalence à l'intérieur même d'une femme qui érotise qui érotise son charme animal par son côté petite fille, qu'elle a aussi encore ici. Et on voit qu'il dit, mais simplement, disons que Tourneur lui accorde plus d'importance à son côté absolument animal et félin. Mais il a quand même une chose étonnante dans le film, c'est le moment du mariage, où je crois que c'est la scène du mariage, où il y a cette femme qui, alors, à l'évidence, a un côté félin et qui a reconnu l'animalité. Donc, et si on est félin, et ça c'était très net aussi dans La Bête humaine de Renoir, puis c'est vrai aussi dans quelques films de Ophuls, c'est que comme un chat, on est fait pour être caressé, mais en même temps, on sait que cet être caressé est un être qui est capable de griffer. D'où l'importance aussi des griffures dans le film, qui sont liées. C'est-à-dire que c'est un personnage que l'on peut aimer, mais en même temps que l'on ne peut pas aimer parce qu'elle ne peut pas se donner véritablement. Et tout le rapport avec l'homme au départ, c'est que justement, elle ne veut pas se donner. Je trouve très, très beau, très simple, lorsque le mari veut rentrer dans la chambre. Bon, c'est un mari américain très respectueux quand même. Bon, si la femme veut, elle veut. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Bon, et simplement, elle est derrière la porte et d'un seul coup, elle glisse le long de la porte et à la fin, elle a une attitude de chatte. C'est très beau et très subtil. C'est-à-dire, ce côté de femme-enfant et de femme-chatte animale fait que le personnage que l'on désire, que l'on aime, en même temps, ne pouvant pas se donner, à ce moment-là, il y aura... Bon, l'homme en a marre de cette façon, et bon, il y a la fidèle compagne de travail avec qui on aura un rapport beaucoup plus simple. Donc, voilà. Vous voulez dire par là que cet homme qui semble quand même installé assez bourgeoisement dans la société serait complètement captivé par ce côté enfantin et animal de cette femme, et donc de façon absolument pas raisonnable, enfin si on peut, entre guillemets raisonnable, épouse cette femme sans la connaître finalement. Ah ben bien sûr, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que il est fasciné par cette femme enfant animal, justement sans la connaître. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'elle non plus ne se connaît pas. Elle voudrait aimer, mais elle est incapable. Et ça, c'est très beau parce que c'est sur ce personnage, ce que dégage cette actrice, puisqu'elle elle le joue dans beaucoup de... Enfin, on se sert d'elle dans beaucoup de films pour jouer ça. Oui, elle a un côté très cher. Et dans La Bête humaine, c'est très net. Très, très net. Et là c'est quand même aussi assez rare
que la personnalité d'un comédien ou d'une comédienne joue à ce point sur un personnage. C'est-à-dire qu'une autre actrice, ou alors supposons que si Tourneur avait pris l'autre actrice, celle qui fait la femme chatte, elle était trop violente, celle-là. Donc ça ne pouvait pas. Ça aurait été trop présent, trop clair. Alors que, justement, ce qui est intéressant avec ce personnage de Simone, c'est qu'elle ondule, justement. Et c'est l'idée d'ondulation qui court le film dans la mise en scène. Ça, c'est intéressant aussi à regarder comment l'écriture joue ça. Et c'est très net à ce moment-là dans la scène de la piscine, puisque c'est entièrement fait là-dessus. Oui, attendez, on va vous demander. Bonsoir. J'ai trouvé que le personnage masculin n'était pas très défini non plus, parce qu'en somme, jusqu'au mariage, elle en connaît rien non plus, et le spectateur non plus. C'est là, si vous voulez, c'est un peu aussi le problème d'un premier film. Là, c'est un film qui est quand même le produit d'un travail d'un producteur, d'un scénariste et d'un metteur en scène. Ils ont vraiment collaboré tous les trois. Donc, et comme on fait un film quand même neuf par rapport au genre traditionnel pour les États-Unis, il faut introduire une sorte de clarté pour que le spectateur comprenne, etc. S'il y avait un défaut dans le film, ce serait justement qu'il y ait un tout petit peu par moment trop explicatif. 10 ans plus tard, on aurait pu être beaucoup plus... on n'aurait pas eu besoin de jouer ce côté explicatif, donc on aurait pu plus davantage travailler la véritable évolution des personnages. Là, ils sont là tous un peu trop explicatifs par rapport à ce qu'on propose aux spectateurs à l'époque. Je répète, c'est un film neuf, complètement. Vous avez beau réfléchir, vous ne verrez pas de film comme ça avant. Je répète, sinon vous avez les King Kong, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a comme bête monstrueuse à l'époque. Bon, il y a King Kong, mais il y a les films d'horreur des années 1932-33, mais ils sont très marqués. C'est comme aujourd'hui quand vous voyez les transformations des des animaux monstrueux, etc. Bon, c'est immédiat, il n'y a pas de nuance. Alors que là, c'est un film très psychique, je dirais pas psychanalytique, ça l'est, mais pas trop. C'est pas non plus trop psychiatrique, mais ça l'est, pas trop, etc. C'est un film très en dehors, en fait. Très en dehors du courant habituel du récit cinématographique. Oui. En fait, le personnage masculin, c'est presque un faire-valoir, parce qu'on ne voit jamais son... C'est presque un faire-valoir, j'allais dire. On ne voit jamais son domicile. C'est un élément neutre, en fait, dans le film. Il est là pour révéler la féline, mais il attention, ils sont deux, quand même. Parce qu'il y a le psychiatre. Et il y a, en fait, ce qui est travaillé, c'est l'homme, le bon américain, gentil comme tout, qui fera un bien bon mari et qui est parfaitement inintéressant, et le séducteur, mais qui est le psychiatre, celui qui connaît. Et finalement, c'est le psychiatre, c'est le séducteur qui est détruit par l'objet séduit, qui est lui-même beaucoup plus séducteur en définitif et qui le détruit. De ce point de vue-là, c'est-à-dire que moi, je trouve la construction du scénario, enfin, justement, de la mise en place des personnages extrêmement intéressante. Ce que je reprocherais au film, c'est d'être obligé d'être un peu explicatif pour l'époque, parce que c'est trop neuf. C'est là où il y a, avec la distance, avec le temps, avec 60 ans de maintenant, attendez, 42... Ah oui, ça fait 70 déjà. Ah oui, ça va vite, hein.
est évident qu'aujourd'hui, ça se sent un peu trop, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Le film reste quand même, par exemple, sur le travail des lumières, expressionnistes, tout ça, c'est quand même un film qui résiste bien, il faut bien le dire. Je ne sais pas d'autres réactions. Ouais. Ah oui, attendez, alors, je voulais reparler. Bah, si, non, mais, attendez. Si, j'ai besoin du micro pour vous entendre. Oui, c'est ça. Après, ça ne peut être qu'une étrangère, bien sûr. Alors, en plus, des Carpates, donc forcément des choses. Ouais. Le côté vampire, quoi. Puisque les Carpates, c'est Dracula. Donc, oui, passez à madame, si elle est bien. D'ailleurs, il semblerait qu'elle ait un petit accent, je pense, qui est voulu. La Féline, elle a un accent quand elle parle. Non? J'avais l'impression. Oui, mais c'est peut-être un peu voulu aussi. Non? Oui, mais c'est voulu, mais aussi parce que Simone Simon, elle avait l'accent, Bah, hein, oui. de toute façon. Et oui, vous parliez du psychiatre. Enfin, moi, il me semble que c'est le personnage presque le moins équilibré. C'est-à-dire qu'il a l'air d'être aussi, comment dire, je trouve qu'il fait un beau couple avec la Féline, finalement. Ah bah oui, mais... Il est séducteur comme elle, et puis, bon... justement, ce qui est intéressant dans le film, dans le non-dit, c'est que lui est un séducteur, mais justement, si on prend esprit et le côté viscéral, lui, c'est le savant, si tant est qu'un psychanalyste est un savant, le savant, l'esprit rationnel, enfin bon. Et il est vaincu par l'animalité profonde, le viscéral, etc. C'est-à-dire que les forces... les forces... pulsions. Comment? Les pulsions. Les pulsions ancestrales sont plus fortes. C'est-à-dire, ce qui est intéressant chez Turner, c'est que quand même, il a toujours travaillé dans le rapport, par rapport à l'évolution, les origines plutôt que l'aboutissement, justement. L'aboutissement, c'est la connaissance intellectuelle, etc. Les origines, c'est toutes les pulsions animales et même végétales, enfin toutes les origines même de l'espèce. Et on est plus dans les origines que dans la connaissance conceptuelle. Et on pourrait d'ailleurs imaginer, vous nous disiez tout à l'heure qu'on pourrait trouver curieux la mort du psychiatre, mais en fait on peut même imaginer qu'il s'est finalement tué tout seul sans le vouloir. Oui, il a peur. Mais de toute façon, de ce point de vue-là, on voit que quand même au niveau du scénario, donc quand même du résultat du film, c'est travaillé dans ce sens-là, c'est-à-dire que le psychiatre, pourquoi oublie-t-il sa canne, si ce n'est que pour revenir? Il n'empêche qu'une fois de plus, l'idée de la clé, ce qui est quand même un élément capital dans la psychanalyse, et évidemment, lui maintenant a la clé, donc il va coincer pour qu'il puisse revenir et attendre, donc lui-même tend le piège. Et donc c'est lui-même qui se tend le piège à lui-même. Oui. On est victime de ses propres peurs. Comment? On est la victime de ses propres peurs. C'est ça, on est la victime de ses propres peurs et en même temps aussi de ses propres connaissances. Il est aussi la victime de la connaissance psychanalytique.
Le film, je répète, sur... il y a quand même toujours, surtout quand on parle des cinémas américains, il y a une façon de regarder le cinéma qui est... Il y a beaucoup de façons de regarder le cinéma, mais il y a aussi la façon, puisque le cinéma se fait en 3 temps. 1, la conception, scénario, dialogue, etc. Donc de l'écriture. 2, le tournage. 3, le montage. Bon. Le cinéma se fait comme ça. Il est évident que la partie principale, c'est quand même le tournage, mais qu'une partie capitale aussi, c'est l'écriture. L'écriture, scénario, dialogue, etc. Et conception de ce que va être le film. Dans ce sens, il faut regarder un film en se posant, ce que moi je m'amuse souvent à faire, en me mettant à la table de travail des scénaristes. Qu'est-ce qui se dit autour de la table et comment telle scène, tel personnage, telle réplique a été conçue. Comment ça travaille. Bon, c'est très intéressant, par exemple, à le faire avec quelqu'un comme Hitchcock, puisque Hitchcock, on sait que le travail principal d'Hitchcock, c'est le scénario, puisque Hitchcock ne travaille que sur la façon dont le spectateur va réagir à ce qu'il voit. Donc, il ne raconte pas l'histoire en tant que telle avec les personnages, il raconte ce que doit voir le spectateur pour qu'il désire voir ce qu'il va voir sur l'écran. C'est très intéressant de travailler comme ça sur Hitchcock, de voir que il fait le personnage principal, c'est le spectateur, et donc il pense qu'est-ce que va dire ou vouloir voir le spectateur, donc le désir et la crainte du spectateur. Le désir devenant crainte, la crainte devenant désir. Bon, ça, c'est la complexité. Le spectateur se projette sur l'écran dans le personnage principal, lequel se projette à l'intérieur en tant que le double qui est le coupable ou le criminel. Et quand vous voyez bien, bon, si vous prenez, c'est très très clair dans Fenêtre sur cour, vous voyez bien comment le spectateur qui est James Stewart fabrique le criminel qui est en face et fabrique le crime. Donc là, vous avez justement, vous prenez parfaitement conscience comment se fait le travail. Mais c'est vrai qu'il est toujours très intéressant de penser. On aurait pu le faire la fois dernière avec Lubitsch. Alors c'est la même chose. Le travail de Lubitsch au scénario était tellement capital. Qu'est-ce qu'ils se sont dit au moment du travail sur le scénario? Ah non, ça on peut le faire. Ah oui, ça on va le faire, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la pensée même du fonctionnement général du film, et donc des personnages, et donc des situations, etc., et donc des dialogues, tout ça se fabrique à ce moment-là. Et on peut l'imaginer quand on voit le film. Et ici, on peut imaginer qu'en effet, comment ils ont travaillé la situation, les personnages, etc. Qu'eux ont eu cette idée-là. Mais ce n'est pas facile à faire passer au spectateur. Donc il fallait trouver des solutions un peu plus faciles pour que le spectateur accepte la proposition qu'on est en train de leur faire. Vous comprenez? C'est là où, évidemment, un film comme cela, aujourd'hui, pêche un peu par le fait qu'on voit comment ça... Ils ont essayé de faire que le spectateur accepte le film, quoi. Et par exemple, les films très très réussis, c'est quand vous n'avez plus à voir le travail qui était fait, le travail préparatif. Quand d'un seul coup, ce qui est sur l'écran devient évident et accepté immédiatement par le spectateur.
C'est l'arrivée. Mais Jacques Tourneur, il est arrivé après. Mais enfin, pour un premier film, c'est quand même pas mal. Il y a un personnage qui est assez étonnant. Je vous passe. C'est le personnage de la femme de ménage qui suit sa. Ah bah oui. Qui suit. Rien que la femme de ménage, on a toujours une petite saleté sur soi. C'est pour ramener à la réalité. Absolument. Et c'est pas pour rien qu'elle a une position animale. Elle est à quatre pattes. Ah non, vous savez que quand je vous parle du travail, des préparations, ça va loin. Il ne faut pas croire que on pense. S'ils ont pensé, oui, c'est une femme de ménage, donc on peut la mettre à quatre pattes. Mais c'est pas parce qu'elle est une femme de ménage qu'on peut la mettre à quatre pattes. C'est qu'il faut qu'elle soit à quatre pattes pour envoyer un caractère animal. Oui, comment ça se joue, en fait. Pas dans ce cinéma-là. Non, bien sûr. Attention, dans d'autres cinéastes, etc. Bien sûr, non. À chaque cinéma et chaque cinéaste, sa façon de travailler. Bien sûr que, en revanche, il y a des films qui sont faits, pas forcément sur une certaine improvisation, mais une acceptation du hasard. Oui, bien sûr. Et ça se voit aussi, d'ailleurs. On voit que telle chose, tiens, ah oui, ça, ils ont profité d'une erreur ou d'une circonstance, un truc comme ça, bien sûr. Oui, pardon. Comment est-ce que cela a été perçu par les psychanalystes, justement, à l'époque, ce film? Ah ben, vous savez, c'est un film attention, c'est un film de série B. Oui. Donc, il n'a pas à être bien ou mal reçu. Il appartient à un cinéma de second plan. C'est encore une époque. On arrive à la fin de ça, d'ailleurs. Mais c'est une époque où il y a 2 films par séance. C'est pas pour rien que le film est court. C'est un film de 1h15 à peu près. C'est le film de première partie. Et ensuite, il y a le film sérieux, qui peut être un navet, mais enfin, aucune importance, mais qui, lui, est produit par les grands studios. Là, c'est produit, de façon, justement, film de première partie. Donc, le film passe et il est assez plaisant, le spectateur l'accepte. Il a un peu peur, il trouve ça curieux, ça ne lui déplaît pas du tout. Mais c'est pas un film c'est pas un film marquant. Donc, c'est pas un film que le spectateur vient voir. Il vient voir le film qui l'accompagnait, je ne sais pas lequel d'ailleurs, aucune importance, et en tant que tel, il voyait ce film-là. Ça, c'était en Amérique, parce qu'en France, par exemple, à l'époque, la distribution était différente. Vous aviez trois spectacles de cinéma. Vous aviez le grand film, vous aviez les actualités. Parce qu'aux États-Unis aussi, vous aviez aussi les actualités. Ah, ça, je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne d'ailleurs. S'ils avaient aussi les actualités pour tous les cinémas, pour tous les films. Alors qu'en France, vous aviez obligatoirement les actualités. Vous aviez les actualités Gaumont, les actualités Fox, les actualités Pathé. Vous aviez quatre grandes maisons d'actualité. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que les informations à la télévision vous donnent. C'était une fois par semaine, vous aviez les actualités de la semaine. Bon. Donc vous aviez donc le grand film, les actualités et un court-métrage. Et aux États-Unis, vous aviez le film de première partie, donc comme celui-là, ce qu'on appelle la série B, et le film de première partie qui était le grand film, avec les grandes vedettes, etc. Simone Simon, en 1942, elle arrive aux États-Unis, elle n'est rien. Il faut qu'elle redémarre, quoi. Vous comprenez? C'est... Oui. Bonjour. Donc moi j'ai été étonnée par le fait qu'il y a une filiation avec le fantastique littéraire du 19e siècle, en particulier dans cette écriture sur l'existence ou non de ce surnaturel ou de cette métamorphose. Oui. Parce qu'au début, donc, on est tout à fait, comme l'analyse Todorov,
dans un monde réel avec c'est des fantasmes de petites filles ou c'est des traumatismes d'enfance et on n'y croit pas. En tout cas, les personnages n'y croient pas, hein, sauf elle évidemment. Et puis petit à petit s'installe un doute de plus en plus important jusqu'à l'image finale qui est la seule réponse définitive. Oui, c'est vrai, elle se transformait. Il y avait une métamorphose. La preuve, c'est la transformation justement de la panthère, enfin de l'animal, qu'on filme, qu'on voit ensuite. Et avant, on avait vu donc la femme allongée avec la moitié d'épée qui lui restait, et on revoit la bête avec la moitié d'épée. C'était donc bien elle, et elle s'est véritablement donc fantastique, merveilleux selon Todorov, et c'est tout à fait similaire à des quantités de nouvelles fantastiques du 19e siècle français. Oui, ce qui est intéressant justement, parce que le fantastique, on ne va pas s'amuser à rentrer sur le fantastique, mais le fantastique, c'est une création du 19e. Bien sûr que le monde fantastique existe depuis l'Antiquité, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que vous avez, à partir du XVIIIe siècle, la fin du roman picaresque, et vous passez, enfin, pas tout, mais vous passez au récit qui va créer le mélodrame. Le mélodrame au XVIIIe siècle va être d'abord un mélodrame aristocratique. C'est-à-dire, vous aurez la pauvre victime, bien sûr, la femme de préférence, plutôt jeune et sans moyens, et traitée par des hommes débauchés qui vont profiter d'elle. C'est ce type de mélodrame qui va être, entre autres, mis en place par les Anglais et qui va trouver son aboutissement absolu avec Sade, qui fera justement ce type de mélodrame. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'évolution des sociétés, enfin la révolution, les révolutions de la fin parce qu'il n'y a pas que la française, la révolution anglaise de la machine et terrestre, font que on va évoluer vers autre chose, c'est-à-dire il va y avoir un monde maintenant qui est le monde de la plèbe, qui va changer. Elle va quitter sa nature paysanne pour être obligée d'émigrer dans les villes. À ce moment-là, vous allez avoir le romantisme va travailler le mélodrame maintenant en jouant à fond le côté larmoyant de la victime, le côté sentimental. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que à partir de ce mélodrame, va être travaillé aussi l'autre chose qui va être le fantastique. Un fantastique lié à une sorte de perdition d'une nouvelle société en train de se produire et qui vous fait perdre les repères que vous aviez. Et en effet, ce fantastique va faire ressurgir, c'est pas pour rien aussi que le romantisme s'intéresse tellement au Moyen-Âge, ressurgir un tas de codes du Moyen-Âge. Et ce fantastique va être à la fois lié au mélodrame, mais aussi directement au fantastique. Et un fantastique nouveau, qui va en plus évoluer, qui va devenir beaucoup plus sociologique, ce fantastique, au début du XXe siècle, avec en particulier les personnages comme Fantomas, etc. Et ensuite, il va encore évoluer, et ce fantastique-là va devenir très, très important dans l'évolution même du cinéma. Alors, c'est vrai que ce rapport au fantastique littéraire, et en particulier du XIXe siècle, est très présent, mais ce ne sera pas directement... C'est complexe, parce que, par exemple, Edgar Poe, je ne sais pas très bien où le placer, parce que c'est du fantastique, mais où? Lequel? C'est pas simple à situer. Vous le mettriez où, vous? Le fantastique selon Todorov, en tout cas, et qui avait analysé donc Todorov, oui, qui a analysé le fantastique littéraire, c'est l'irruption donc du surnaturel dans un monde où tout doit être normal et rationnel surtout. Ouais. Il ne faut pas oublier que le XIXe siècle, c'est aussi le début du triomphe de la logique
de la raison. Voilà. Donc c'est une fissure dans la rationalité Oui. qui fait irruption et qui va gagner tous les spectateurs, tous les acteurs de l'histoire, alors qu'au début, on est du côté de la rationalité et progressivement s'installe Absolument. la croyance dans le surnaturel, l'irruption de ces fantasmes. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que à la fois sociologiquement parlant, l'obligation pour la paysannerie d'aller travailler comme ouvrier dans les villes, c'était quand même, c'était terrible quand même pour eux, et qui a été repris en particulier, qui va se terminer par des gens comme Zola. C'est pas pour rien que Zola, auteur social, est en même temps un auteur, le fantastique et dans Zola. Vous l'avez aussi dans Maupassant, etc. Vous avez raison, c'est une espèce de peur qui s'instaure face à un monde où la machine, le capitalisme, l'industrie, peu à peu introduit une rationalité qui, en effet, fait peur. Non, mais c'est très intéressant de voir et comment le cinéma. Il ne faut pas oublier que le cinéma, il y a très peu de cinéastes qui ont été totalement du XXe siècle dans la pensée. Fritz Lang est au XXe siècle. Mais la plupart du temps, le cinéma, jusque dans les années 60-70, est un cinéma qui prolonge le XIXe siècle. Il continue le XIXe siècle. Alors que dès le début du XXe siècle, la peinture, la musique, la littérature, etc., et même l'architecture, sont passés au XXe siècle. Mais le cinéma a prolongé ce qui a été développé par le XIXe. C'est très intéressant à constater. Et c'est vrai que vous avez entièrement raison. Ce film-ci est intéressant dans le sens où et c'est pour ça qu'il est un peu, pas, je dirais, peu boiteux, mais un tout petit peu handicapé, parce qu'il est beaucoup plus fait, pour ça que je parle de côté fluctuant, il est beaucoup plus fait sur ce côté très, très subtil du fantastique, mais avec une obligation quand même de rationalité pour que le spectateur comprenne. Et c'est un peu son défaut, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Si, tout à fait. J'ai l'impression que c'est effectivement, il est fondé sur ce que Todorov appelle l'hésitation, constamment. Donc le mouvement ondulé représente bien cette hésitation. Et un mouvement très félin. Voilà, on ne voit jamais la réalité de la menace, mais on la sent. Et on a le sentiment, la preuve de cette réalité que dans les dernières images, vraiment. Absolument. Et donc ça, c'est une réalité construction littéraire. que l'imaginaire a accepté enfin. Voilà. C'est ça le vrai problème.